Le domaine du Jarl Rognvaldr bourdonnait. La grande longue maison montée de planches équarries et de tourbes semblait porter sur son dos un ciel lourd, rabaissé par les pluies. Alfeydre traversait ce tumulte sans hâter le pas. Elle n'était pas venue comme une femme qui mendie une grâce, ni comme une femme qui cherche la bagarre. Elle était venue comme si, derrière ses épaules, se tenait une maison qu'on ne peut pas perdre, et qu'ainsi sa gorge n'avait plus de place pour la peur. On l'arrêta à l'entrée de la longue maison. Un homme de la suite, grand, à la barbe rousse, s'appuya sur sa lance et la regarda comme on regarde une barque étrangère venue s'amarrer sans demande. Il demanda qui elle cherchait. Alfeydre répondit d'une voix égale, sans détourner les yeux. Ce n'était pas le jarl qu'il lui fallait. C'était son fils. Les mots restèrent en suspendus entre eux, comme une étincelle dans le vent. Autour, tout parut se calmer, même si la cour ne se taisait pas. Le guerrier eut un rictus, sans méchanceté, plutôt avec l'habitude de voir l'audace des autres. Il dit que le jarl décidait de tout. On ne la laissa pas entrer tout de suite. D'abord, elle resta sur le seuil, là où la chaleur et la fumée de la maison frappaient le visage, mêlées à l'odeur de viande rôtie. Là aussi, plus près du haut siège du jarl, étaient enjetés les lourds manteaux des invités. Des coffres se dressaient, et l'on entendait des conversations sourdes sur une alliance et sur le Thing d'automne. Alfeydre attendit que quelqu'un décide s'il valait même la peine de lui répondre. Cette attente était pire que n'importe quelle moquerie. Des visages des plus jeunes de la maison remontaient à sa mémoire. Leurs coups minces, leur manière de croire que les adultes trouvent toujours une issue. Elle voyait le cellier vide après un long hiver, quand le poisson avait manqué trop tôt, et quand son père partageait le dernier pain de sorte que les enfants en aient davantage, et que lui en garde moins. Alors, la dette semblait n'être que des mots. À présent, elle était devenue une ombre qui marche derrière chaque pas. Enfin, on la conduisit dans la salle. Elle marcha sur la terre battue entre les bancs et sentit les regards sur elle. Qui dageait, qui s'ennuyait, qui était mauvais, qui était curieux. Une femme dans une robe fermée par une fibule murmura quelque chose à sa voisine et se couvrit la bouche de la main, comme si le rire devait être tenu dans le poing. Un homme en cotte de maille haussa les sourcils, comme s'il voulait voir jusqu'où elle irait avant qu'on ne la remette à sa place. Sur le haut siège était assis le jarl Rognvaldr. Il n'était pas vieux, mais déjà de ceux dont le calme devient une habitude gravée dans le visage. Son regard était droit. Et cela donnait l'impression qu'il ne voyait pas des gens, mais ce qu'ils apporteraient, ou ce qu'ils prendraient. Mais Alfeydre ne le regardait pas. Elle sentait, comme au toucher, qu'il suffirait de commencer à supplier le jarl pour que les mots s'abaissent en d'eux-mêmes, que la voix devienne plus douce, et cela, elle n'en voulait pas. Elle leva les yeux vers l'endroit où se tenait Geirmundr. Il n'était pas assis comme s'assoient ceux qui doivent s'en montrer leur puissance. Il se tenait un peu à l'écart, près d'un poteau où pendait un bouclier au motif noirci par le temps. Le manteau sur ses épaules y était simple pour un héritier, sans luxe superflu, mais l'étoffe en était chère et solide. À sa ceinture pendait une épée, mais sa main ne se posait pas sur la poignée, comme s'il n'attendait pas de querelle d'une femme à l'ourlet trempé. Son visage était calme, même fatigué, comme celui d'un homme qui écoute depuis trop longtemps les prières et les menaces des autres, et qui sait qu'au bout, il n'y a le plus souvent qu'une seule et même chose. Il fit lui-même un pas en avant, et la salle se fit de nouveau un peu plus silencieuse, parce que dans de telles maisons, le silence ne vient pas du respect, mais de l'attente. On allait décider à qui il serait permis de parler. Alfeydre inspira comme avant d'entrer dans une eau froide. Elle dit qui elle était, sans enjoliver. Il s'agissait de la dette de sa famille. Depuis plusieurs hivers, il n'arrivait pas à payer. Elle ne se justifiait pas. Elle appelait les choses Pelaldia par leur nom. Puis elle dit l'essentiel. Elle ne demandait pas de délai. Elle ne demandait pas de grâce. Qu'on la prenne dans la maison pour servir jusqu'à ce que la dette soit payée par son travail. Et que cela dure aussi longtemps qu'il le faudrait. Un froissement parcourut la salle. Quelqu'un renacla. Pour eux, c'était presque un divertissement. Des gens comme elle viennent souvent, s'en tiennent souvent. Geirmundr se tut un instant de plus que ce qu'exige une réponse élégante.
Il pesait, semblait-il, non pas ses paroles, mais ce qui viendrait après. Enfin, sans élever la voix, il prononça, et pourtant tous l'entendirent, dansant dans la maison du Jarl. On ne retient pas les gens avec des mots comme quote, 5, bois. Ici, on compte selon les faits. Une dette se ferme par part. Une part peut être couverte par le service, une part par un travail qu'il fixerait lui-même. Il acceptait de la prendre dans la maison. Alfeydre sentit, en elle, monter quelque chose de chaud et d'entêté. Il parlait avec raison. Il parlait comme doit parler un héritier. Et pourtant, il y avait un danger dans ces mots. Si l'essentiel n'était pas nommé tout de suite, demain quelqu'un viendrait exiger autre chose. Les dettes ont toujours beaucoup de mains. Elle parla bas, mais de sorte que chacun comprenne, elle n'était pas venue seulement pour elle. Elle avait des plus jeunes. Et si la dette n'était pas close, un jour le Jarl pourrait les prendre aussi facilement qu'on prend un tonneau de poissons sur le quai. Elle ne le permettrait pas. Il lui sembla que quelqu'un près d'elle eut un sourire moqueur. Mais elle ne se retourna pas. Peu importait comment cela sonnait aux oreilles des étrangers. Ces paroles n'étaient pas pour eux. Geirmundr la regarda autrement, pas avec plus de douceur, seulement avec plus d'attention, comme s'il voyait non une requête, mais une limite qu'elle posait. Il demanda ce qu'elle exigeait. Alfeydre répondit « Une promesse, qu'on ne touche pas aux plus jeunes. Quoi qu'il arrive, on ne les prendrait pas en paiement. Qu'on la prenne, elle. Que son travail soit lourd. Qu'on la compte comme on voudra. Mais pas les enfants. » Il y avait dans cette demande quelque chose de trop humain pour une salle où l'on discute d'ordinaire de mariage, d'alliance et de terre. Et, pour cela, beaucoup détournèrent les yeux, comme gênés, non par pitié, mais parce qu'on leur rappelait ce qu'ils préfèrent ne pas se rappeler. Geirmundr ne regarda pas le Jarl comme s'il cherchait une permission. Il dit « Il le promet ». Et il ajouta, comme s'il clouait le mot au bois. Puisqu'il avait donné sa promesse, il en répondait. Le Jarl Rognvaldr plissa légèrement les yeux. Il ne sourit pas, mais il n'arrêta pas son fils non plus. Son regard était celui d'un homme qui compte déjà les conséquences, comme il compte le grain avant l'hiver. Son fils venait de prendre sur lui le malheur d'autrui, et cela pouvait être faiblesse ou force, selon celui qui s'en servirait le premier. Alfeydre, pour la première fois de la journée, sentit sa gorge se desserrer. Pas de joie. Un soulagement qui ressemblait à une douleur après une longue contraction. Mais, avec cela, vint autre chose. Désormais, sa vie appartenait à cette maison autant que la dette y appartenait. On lui ordonna d'avancer, et l'un des hommes du Jarl apporta une tablette de bois, sur laquelle on entaillait les dettes au couteau. Alfeydre vit de vieilles encoches, comme des traces de dents sur un os. Une nouvelle marque apparut à côté, et cela signifiait une part de la dette était désormais effacée et une part transférée en service. Le mot prononcé dans la salle était devenu une entaille qu'on ne peut pas gommer. Quand on la fit sortir de la maison, le soir s'étendait déjà sur le fjord, et de longues bandes de lumière apparurent sur le sol. Des guerriers se riaient près des feux. Sur le quai, des débardeurs juréiens. Quelque part sous un auvent, on chantait doucement pour ne pas gêner le Jarl. La vie continuait comme si rien ne s'était passé. Mais, pour Alfeydre, tout avait changé. Elle ne se retourna qu'une seule fois, déjà sur le seuil. Geirmundr se tenait là où il était, et la regardait s'éloigner. Dans ce regard, il n'y avait ni victoire, ni pitié. Plutôt une question qu'il ne prononçait pas à voix haute. Pourquoi avait-elle choisi une voie pareille, et que ferait-elle quand la maison du Jarl commencerait à éprouver sa résistance? Alfeydre se détourna et alla vers l'aile des serviteurs, là où l'air sent la laine mouillée et la cendre. Derrière elle, la maison bourdonnait, une maison qui sait compter les gens. Et, quelque part dans ce grondement, un nouveau chuchotement se levait déjà. L'héritier avait fait une promesse à une fille endettée. Donc, l'héritier avait une faiblesse. Donc, on pouvait la frapper la première. La chambre où l'on mena Alfeydre était étroite et basse, comme si on ne l'avait pas bâtie pour vivre.
mais pour dormir entre un travail et un autre travail. Les murs sentèrent la tourbe et le vieux bois, et, dans les fentes sous le toit, tiraient l'humidité du soir, celle qui vient toujours du fjord. Près de la porte se trouvait un coffre noirci par le temps. Des mains étrangères y avaient gravé des signes pour ne pas le confondre avec celui du voisin. Sur le banc reposait une peau grossière en guise de lit, et elle sentait la graisse de mouton. Ici, il n'y avait ni honte ni honneur, seulement la place qu'on donne à ceux qui ne peuvent pas choisir. Alfred posa son baluchon contre le mur et, pendant quelques instants, resta simplement debout, à écouter le domaine bourdonner au loin. Là-bas, on riait et on se querellait, là-bas, les portes grinçaient, là-bas, des voiles claquaient, suspendus pour sécher. Mais ici, dans l'aile des serviteurs, les sons étaient autres. Le chointement de l'eau dans une cuve, le choc des seaux de bois, des ordres brefs, lancés comme s'il ne s'agissait pas de gens, mais de choses. Elle passa les doigts sur sa ceinture, vérifiant si le couteau était bien là. Le couteau y était. Cela apaisait, comme le souvenir qu'elle s'appartenait encore, au moins en si peu. On vint la chercher vite, une femme aux cheveux tirés et serrés, avec des clés à la ceinture. Regarda Alphaïdre non de haut en bas, mais comme on jauge une mesure d'étoffe, cela ira ou non. C'était Sigridre, et sa voix sonnait égale, sans douceur superflue. Elle dit que dans la maison du Jarl, tout le monde vit selon l'ordre. L'un porte l'eau, l'autre veille au foyer, l'autre lave, l'autre garde les enfants des invités, si des pères sont venus avec eux. Une servante de dette commence par le bas. Si elle travaille honnêtement, une place se trouvera. Si elle confond sa fierté avec l'insolence, une place se trouvera aussi, mais une autre. Alphaïdre répondit calmement qu'elle y était venue travailler. Les mots étaient simples, mais dedans, ils résonnaient lourdement, comme si chacun confirmait l'entaille sur la tablette. Sigridre hocha la tête, et il n'y avait dans ce signe ni approbation, ni mépris. Seulement une décision. Le premier jour commença avant même que le soleil ne monte au-dessus des pentes. L'eau du tonneau était glacée. Ses mains s'engourdirent aussitôt quand Alphaïdre y plongea l'étoffe. La buanderie se tenait un peu à l'écart, plus près du ruisseau, et il y flottait toujours une odeur de lessive caustique, de laine mouillée et de fumée, celle du petit feu sur lequel on faisait bouillir l'eau. On lui donna un travail simple, laver des panses de toile, frotter les taches, tordre jusqu'à ce que les doigts soient suivantes pris de crampes. Les servantes, à côté, parlaient à mi-voix, et chaque mot, comme à dessein, l'accrochait du bord. La nouvelle, la fille de dette. Celle-là même qui, devant tout le monde, a parlé à l'héritier. Elle ne le disait pas en face. Elle se le disait entre elle, mais de façon qu'elle entende. Il y avait là une cruauté particulière, comme si on lui laissait que la possibilité de faire semblant que rien n'était arrivé. Alphaïdre se taisait. Elle connaissait ce chuchotement depuis l'enfance. Il cherche toujours l'endroit faible, et, si l'on répond, il en trouve un second. Vers midi, on l'envoya à la cuisine. Il y faisait chaud et l'air gardé, épais, l'odeur de viande fumée, d'oignons et de lait aigre. Les chaudrons bouillonnaient sur l'âtre, des garçons couraient sur le sol avec des brassées de bois. La cuisinière grondait tout ce qui passait à portée de main. On mit Alphaïdre à vider le poisson et à le frotter de sel pour les réserves à venir. Le poisson était glissant, les écailles collaient aux doigts, et le couteau allait comme par habitude, comme si ce n'était pas une maison étrangère, mais une barque de chez elle. L'une des jeunes servantes, apprêtée même étoile au travail, avec une fine perle d'argent dans sa tresse, s'approcha trop près et dit, avec un sourire qui ne réchauffait pas, « Dans la grande maison, on aime regarder le dos des étrangers, surtout ceux qui pensent qu'on va les sauver. » Alphaïdre n'éleva pas la voix. Elle tourna seulement d'un peu la tête et répondit d'un ton tout aussi égal.
Dans la grande maison, on aime parler du dos des autres, surtout celles qui ont peur de regarder dans les yeux. La servante recula comme touchée par de la cendre chaude. Dans la cuisine, le silence dura un souffle. Puis les voix reprirent, plus prudentes. Alphèdre sentit son cœur battre dans sa gorge. Pas de peur, de ce qu'il lui avait fallu se défendre et que cela voulait dire. C'était commencé. Le soir venu, on l'envoya au quai. On avait besoin de bras, porter des barriques, déplacer des filets, étaler des cordages trempés pour qu'ils ne pourrissonnent pas avant l'hiver. Le fjord respirait la fraîcheur et, après la cuisine, c'était comme une gorgée de seau. Sur l'eau, des barques se balançaient. Près de la rive, des drecas reposaient. Et les gens autour bougeaient autrement qu'à l'intérieur. Moins de chuchotements, plus de franchise. Ici, on estimait non les paroles, mais la fermeté avec laquelle tu tiens une corde. Et la vitesse avec laquelle tu comprends où est le poids. Le chef des débardeurs, un homme aux épaules larges, avec des bras comme des racines d'arbres anciens, la vie et grogna. Comme pour dire, voilà que les servantes vont apprendre aux hommes à porter des barriques. Il lui lança une corde comme s'il voulait éprouver si elle attraperait. Alphèdre l'attrapa. Pas avec adresse, mais avec assurance, sans agitation. Elle regarda le nœud qui tenait la barrique et vit qu'il n'était pas fait comme il faut pour une charge lourde. Le nœud était faible et la corde pouvait glisser, frapper quelqu'un aux jambes. Elle le dit calmement, comme si elle parlait du temps. L'homme eut un sourire de travers et répondit qu'elle ferait mieux de se taire. Alors, Alphèdre ne discuta pas. Elle s'approcha, défit vite le mauvais nœud et refit la tâche, de sorte que la barrique se posa dans la corde, comme dans une paume. Ses gestes étaient nets, économes, comme ceux d'une personne qui connaît le prix de la force. L'homme regarda plus attentivement et ne riait plus. Il ne la félicita pas. Mais il fit un signe au garçon de tirer selon son nœud. Quand les barriques avancèrent d'un trait, quand personne ne trébucha et ne laissa tomber la charge dans l'eau, l'un des jeunes matelots lui lança un regard où il y avait du respect mêlé d'agacement. Alphèdre lui rendit la pareille. Elle ne cherchait pas l'amitié, mais elle ne comptait pas non plus devenir une ombre. Sur le chemin du retour vers la maison, elle entendit, à la forge, le son d'un marteau. On y forgeait des pointes de flèches et l'on redressait des lames. Des étincelles volaient dans le crépuscule comme de petites étoiles. Et un instant, Alphèdre pensa que les destins des gens, en ce lieu, volaient de la même manière, vifs, rapides, et retombaient dans des paumes étrangères, si quelqu'un était assez habile pour les saisir. Dans l'aile des serviteurs, le soir était étroit. Des femmes se partageaient en des restes, l'une ravaudait une chemise près d'un feu faible. L'autre murmurait, épuisée, une prière à son Dieu. Et une autre, au contraire, lâcha comme par habitude quelques mots sur le Christ blanc qu'elle avait vu sur une rive étrangère. Ici, ces mots sonnaient comme un chuchotement sur un temps venu d'ailleurs, sans doute vrai, mais pas pour tous. Alphèdre écoutait et se taisait. Son monde était simple, la mère, la maison, la dette, les plus jeunes. Tout le reste était encore trop loin. La nuit, elle dormit à peine. Le bruit du domaine ne faiblissait pas quelque part. Des invités riaient, quelque part. Des portes grinçaient, quelque part des chiens aboyaient. Dans l'obscurité, il lui semblait que quelqu'un marchait dans le couloir, trop silencieusement. Elle tendait l'oreille et s'obligeait à ne pas se lever. Si elle se met à réagir à chaque froissement, la maison la vaincra avant même qu'elle en comprenne les règles. Le matin apporta un nouvel ordre. Sigrid la chargea de porter de l'eau, d'acier, dans la grande maison. C'était lourd, mais, à sa manière, plus simple, un sot ne chuchote pas, ne rite pas, ne tend pas de piège. Alphèdre avançait dans le couloir, où les murs étaient ornés de sculptures et de bandes d'étoffes venues de loin, et elle savait qu'on la voyait plus souvent maintenant. Et donc, on l'éprouverait plus souvent. L'un des hommes de la suite, jeune et brûlant, avec des cheveux couleur de lin, se plaça exprès de sorte qu'elle dut s'arrêter. Il demanda si elle croyait vraiment que l'héritier la garderait sous son aile. Dans sa voix, il n'y avait pas de menace ouverte, mais il y avait cette curiosité désagréable,
de ceux qui ont l'habitude de prendre sans demander. Alphaïdre posa le seau par terre pour ne pas en répandre, et le regarda comme s'il faisait lui aussi partie du travail. Elle dit que l'héritier ne garde personne sous son aile. Il tient sa parole. Et si quelqu'un veut éprouver cette parole, qu'il l'éprouve avec lui, pas avec elle. Le guerrier eut un sourire bref, mais recula d'un pas. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle parle d'un ton si égal. Et pourtant, en s'éloignant, il lança dans cette maison. Les mots se changeant vite en nœuds coulants. Alphaïd reprit le seau et continua, sentant le froid se répandre dans sa poitrine. Pas à cause de ces mots, à cause du fait qu'il pouvait avoir raison. Vers midi, on lui ordonna de porter à manger dans une chambre de côté, où Geirmundr mangeait d'ordinaire non au festin, mais entre deux affaires. Là, il n'y avait pas de musique, seulement l'odeur du bois et des herbes sèches dont on frottait les bancs. Alphaïdre posa l'écuelle sur la table et allait partir, quand elle entendit sa voix. Il demanda comment elle se nommait en entier, comme s'il avait compris qu'un sobriquet ou un nom sans lignée serait ici une autre marque. Alphaïdre dit son nom, puis ajouta le surnom qui lui collait depuis l'enfance, la couture bleue. Elle n'expliqua pas tout de suite. Mais Geirmundr, comme s'il avait remarqué sur sa manche une pièce posée nette, où le fil bleu courait droit, demanda pourquoi. Elle répondit simplement. Sa mère lui cousait des vêtements avec les restes d'un fil bleu, quand il n'y en avait pas d'autres. Ensuite, Alphaïdre apprit à repriser de façon que la couture tienne, même si l'étoffe est assez vieille. La couture bleue se voit, mais elle ne ment pas. Elle dit où ça a été déchiré. Geirmundr baissa les yeux vers l'écuelle et dit que, dans sa maison aussi, il y a beaucoup d'endroits comme cela. Des coutures visibles et des déchirures cachées. Puis il ajouta, plus bas, comme s'il ne voulait pas que les murs entendent. Elle ne doit pas croire que la promesse a été dite pour un beau geste. Alphaïdre répondit, sans défi. Elle ne l'a pas cru. Elle n'a pensé qu'à ceci, qu'elle a maintenant une parole à laquelle se tenir pendant que ses mains travaillent. Elle se tourna pour partir, mais entendit encore une phrase. Geirmundr demanda comment s'était passée sa première matinée. Alphaïdre se figea. La question était simple, mais, dans cette maison, les questions simples étaient un peu rares. Elle pouvait répondre avec aisance. Pour ne pas attirer l'attention, elle pouvait se plaindre. Pour susciter la pitié, elle pouvait se taire. À la place, elle dit la vérité, courte et lourde. Ici, il y a beaucoup d'yeux et peu de cœur. Mais le travail est clair. Geirmundr hocha la tête. Et, dans ce signe, il y avait quelque chose de las. Il dit que dans sa maison, les yeux ont toujours faim, et qu'il avait vu comment on la regardait. Puis il ajouta, comme en passant, mais de façon que les mots restent si quelqu'un lève la main sur celle dont il répond, il parlera lui-même avec lui. Alphaïdre sortit de la pièce, et le couloir lui parut déjà moins froid. Pas chaud, simplement moins hostile. Elle repartit, sentant sur sa peau un poids invisible. Désormais, chaque rumeur ne toucherait pas seulement elle, mais aussi son nom à lui. Cela pouvait la protéger, ou la perdre, si quelqu'un décidait de frapper l'héritier à travers elle. Vers le soir, des invités arrivèrent au domaine. Leurs barques entrèrent dans le fjord en silence, comme un couteau dans l'eau, et, sur le quai, on commença à décharger des coffres de tissus et des petits tonneaux d'hydromel. Des hommes en riches manteaux marchaient, comme si la terre leur devait d'être plane. Des femmes aux parures luisantes dans le crépuscule souriaient d'un sourire égal, comme dans une fête où tout est décidé d'avance. Ils n'étaient pas venus pour s'amuser. Ils étaient venus parce que le Thing approchait et que chacun voulait savoir à qui appartient la force. Alphaïdre se tenait au bord de la cour, un seau à la main, quand elle entendit une conversation qui ne lui était pas destinée. Deux hommes disputaient d'une alliance, d'un mariage qui donnerait au jarl un automne paisible. Le nom de Geirmundr passa entre leurs mots et comme s'il était déjà posé sur une balance, avec la fille d'un autre et les terres d'un autre. Elle sentit quelque chose la piquer à l'intérieur, bien qu'elle n'ait pas eu droit à de tels sentiments. Elle était une servante par dette.
Elle était venue effacer des entailles sur une tablette. Elle n'avait pas à penser à qui doit être avec qui. Mais quand elle leva les yeux, elle vit Geirmundr sur le perron. Il se tenait parmi les siens et paraissait pourtant seul, comme si sur ses épaules ne pesait pas un manteau, mais une charge invisible. Son regard glissa un instant sur la cour et rencontra le sien. Il ne s'y attarda pas, mais cela suffit pour qu'une chaleur étrange monte dans la poitrine d'Alfeydre, aussitôt mêlée d'inquiétude. Elle baissa les yeux la première, non par soumission, par prudence. Elle comprenait que dans cette maison, un regard peut devenir une corde. Et pourtant, en regagnant l'aile des serviteurs, elle sentait que quelque chose de dangereux venait déjà d'arriver. L'héritier l'avait remarqué non comme une dette, mais comme une personne. Et, à la cour d'un jarl, on hait le plus vite ceux qu'on remarque hors de leur rang. La nuit, quand le vent revint de l'eau, et que dans la grande maison, les voix des invités roulaient encore. Alfeydre était couché sur la peau et fixait l'obscurité. Elle avait l'impression que la maison respirait autour d'elle, comme une bête qui tolère un étranger dans sa tanière, sans avoir encore décidé si elle mord ou si elle laisse. Et tout près, une rumeur naissait déjà, qui demain deviendrait une arme. Si l'héritier protège la fille de dette, alors on peut l'amollir. Et si on peut l'amollir, alors on peut le briser. Le matin commença par un silence qui n'existe que juste avant la tempête. Le fjord était lisse comme de l'acier affûté, et les drécars près de la rive se balançaient avec paresse, comme si la mer dormait encore. Au domaine, au contraire, personne ne dormait. Les gens du Jarl allaient plus vite que d'habitude, échangeaient des mots de corps, et ne se regardaient pas dans les yeux. Même les chiens, habitués au bruit, restaient près des murs, et n'aboyaient pas sans raison. Alfeydre portait de l'eau vers la grande maison quand elle vit des hommes de la suite rassemblés près du cellier du maître. Ils se tenaient épaule contre épaule, comme s'ils bouchaient l'entrée, et, dans leur posture, il n'y avait pas seulement de l'importance, mais de l'inquiétude. La porte était entr'ouverte, et un frais froid s'en échappait, venu du sol de pierre, où l'on gardait l'essentiel, non seulement l'argent et les tissus, mais aussi ceux avec quoi on tient les gens. Les tablettes aux entailles des dettes et le sceau du jarl, celui qui confirme la parole de la maison, y reposaient là où ils doivent être sous serrure et sous regard. Alfeydre voulait passer, mais l'un des guerriers tourna brusquement la tête. Le regard fut rapide, comme une lame jetée. Il la vit et décida aussitôt qu'elle était de trop. Elle détourna les yeux non par soumission, mais parce qu'elle connaissait le prix d'un mot inutile dans ces moments-là. Pourtant, la rumeur courait déjà dans la cour, comme le feu dans l'herbe sèche. Le gardien du cellier, un homme âgé aux lèvres minces, parlait au jarl d'une voix hachée, comme s'il se justifiait. Il jurait que la serrure était intacte, que les clés n'avaient pas quitté sa ceinture, qu'il avait tout vérifié la veille au soir. Le jarl Rognvald écoutait sans un mot, et son silence écrasait plus qu'un cri. Quand Rognvald se tait, ceux qui l'entourent entendent leur propre peur. On sortit du cellier un coffret de bois vide, et, à la manière dont on le tenait, on comprenait que quelque chose d'important devait s'y trouver, mais qu'à présent, il n'y avait plus que du froid et du vide. Quelqu'un murmura le mot sceau, et ce seul mot épaissit l'air. Sans son sceau, le jarl ne perd pas seulement un objet. Il perd la possibilité de prouver vite que sa parole est vraie. Et, avant le thing, une perte pareille sent la faiblesse. Et la faiblesse attire toujours des mains étrangères. Alfeydre se tenait à l'écart, sentant un courant glacé courir le long de son dos. Elle savait comment on cherche un coupable quand on a peur. Le coupable doit être commode. Le coupable doit être quelqu'un qu'on peut punir sans conséquence. Et elle était commode. Elle entendit son nom prononcé sans force, mais de façon qu'il tombe sur le sol comme une pierre. Puis une autre voix, une voix de femme, ajouta « na quoi transeir », comme si cela expliquait tout.
Alpheidre serra l'anse du seau si fort que le bois lui mordit la paume. Elle aurait pu dire qu'elle n'avait pas approché le cellier. Elle aurait pu crier qu'elle travaille du matin au soir et ne touche pas aux clés du maître. Mais un cri, en un lieu pareil, sonne comme l'aveu d'une faiblesse. Et ici, la faiblesse se mange. On la fit appeler dans la grande maison, dans la salle où flottait déjà l'odeur de fumée et de métal froid. Il n'y avait pas de festin, mais ses traces restaient, des coupes renversées, des restes de graisse de chandelle, des pots sur les bancs. Au centre se tenaient le jarl et ses hommes. Geirmundr était là, un peu de côté, et regardait comme si, à cet instant, il devait porter 2 boucliers à la fois, l'un pour la maison, l'autre pour sa propre parole. Le gardien du cellier répéta que la serrure n'était pas forcée. Quelqu'un dit que la porte avait pu être ouverte avec une clé. Les clés, bien sûr, sont au gardien. Mais les clés se retrouvent net parfois dans des mains étrangères. Si le maître se détourne une seconde, si la maison est pleine de bruit et d'invités. Cela sonna presque comme une justification pour celui qui n'était pas encore nommé, mais déjà choisi. Alpheidre se força à rester droite. Elle ne savait pas jouer avec leur sourire de cour, mais elle savait tenir son visage quand la tempête écrase une barque. Elle dit calmement qu'elle n'avait rien pris. Les mots sortirent secs, sans ornement. C'est ainsi que parlent ceux qui savent. La vérité n'a pas besoin d'être belle pour rester vraie, l'un des guerriers renacla. Et demanda comment. Alors, elle savait ce qui manquait. La question cachait déjà sa réponse. Si elle sait, c'est qu'elle a entendu. Si elle a entendu, c'est qu'elle était tout près. Si elle était tout près, c'est qu'elle pouvait. Alpheidre tourna le regard vers Geirmundr. Elle ne cherchait pas un salut, mais voulait voir ce qu'il y a derrière sa promesse. Son visage restait calme. Pourtant, une irritation passa dans ses yeux, dirigée non contre elle, mais contre le jeu lui-même. Il fit un pas en avant et dit qu'on parlerait selon les faits. Il demanda qui avait vu Alpheidre près du cellier, qui pouvait donner une heure, qui pouvait confirmer qu'elle avait quitté son travail. Les questions étaient simples, mais ce sont justement les questions simples que craignent ceux qui vivent de rumeurs. Les réponses tombèrent, épaisses et lentes. Personne n'a vu, personne ne sait. On a juste l'impression, elle est juste nouvelle, elle est juste des débiteurs. C'est juste sonner comme une corde qu'on serre doucement. Alors la voix de Sigridre retentit. Elle entra sans hâte, comme si elle venait à une discussion ordinaire de la maison, et, pour cela même, son apparition fut plus forte que n'importe quelle défense précipitée. Sigridre ne s'inclina pas bas et ne joua pas avec la peur des autres. Elle dit clairement, presque sèchement, en regardant Geirmundr, « On l'accusera la première, parce que c'est plus facile. S'il faut un coupable, il est déjà choisi. S'il faut de la vérité, il faut chercher celui à qui cela profite. » Dans la salle, quelqu'un remua avec mécontentement. De tels mots sont dangereux, ils forcent à penser, et, juste avant un châtiment, on n'aime pas penser. Le jarl Rognvaldr déplaça lentement son regard vers Sigridre, et un instant, il sembla que la salle allait devenir de glace. Mais Sigridre ne détourna pas les yeux. Elle était de ces femmes qui tiennent une maison plus fermement que n'importe quelle serrure. Geirmundr se tut de souffle, puis il dit qu'il éclaircirait l'affaire. Et, dans ce se éclaircir, il n'y avait pas une menace, mais un devoir. Il se tourna vers Alpheidre et prononça bas, pour qu'elle entende. Mais les autres entendirent aussi, tant qu'il n'aura pas su ce qui s'est passé, personne ne la touchera. Après cela, la salle se remplit de nouveau de chuchotements. Une protection venue d'autrui n'est jamais gratuite. Alpheidre sentit l'envie et la colère s'épaissir autour d'elle. Si l'héritier prend sa défense, alors il s'attache un problème. Et celui qui veut affaiblir l'héritier tirera forcément sur ce fil. Alpheidre sortit de la salle avec la tête lourde. Dans le couloir, ça sentait la résine et la laine mouillée. Des serviteurs portaient des filets pour les mettre à sécher. Quelqu'un, près des portes, ajustait des gonds de bois. Elle atteignit sa place dans l'aile des serviteurs. Mais ses mains ne se levaient ni vers le travail, ni vers la nourriture. Son orgueil n'exigeait qu'une chose, partir. Si elle part maintenant,
Le chuchotement n'aura pas le temps de devenir une accusation. Si elle part, la maison du Jarl trouvera un autre coupable, ou oubliera simplement. Sa famille peut-être sera en sécurité parce qu'elle ne deviendra pas la cause d'un scandale avant le Thing. C'est ainsi que sa tête raisonnait. Mais son cœur pensait autrement. Partir, c'est accepter qu'on puisse salir son nom comme avec de la boue et qu'elle ne fasse rien. Elle se mit à préparer son baluchon. L'étoffe bruissait dans ses mains et chaque son lui semblait trop fort. Elle plia sa tunique, sa ceinture, une grosse aiguille avec un fil bleu, son petit couteau. Chaque chose appartenait à l'ancienne vie, où la liberté était pauvre, mais vraie. Ici, la liberté était plus riche, mais donnée par des mains étrangères. Guermondre apparut à la porte. Il était venu sans suite, sans homme, pour alourdir ses mots. Lui seul, grand, fatigué, avec ce regard attentif dans lequel Alfeydre avait appris à distinguer, non la douceur, mais la lutte. Il regarda le baluchon et comprit tout aussitôt. Il demanda où elle comptait aller. Alfeydre ne fit pas semblant. Elle dit et qu'elle s'en va, avant qu'on ne fasse d'elle une voleuse. Elle n'a pas besoin d'une place dans la maison si cette place se paie avec son nom. Elle ajouta, plus bas, qu'elle ne veut pas que les plus jeunes souffrent à cause d'elle, si les rumeurs enflant, et si le Jarl décide qu'il est plus simple de prendre quelqu'un d'autre. Guermondre écouta sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il dit calmement, « Si elle part, tous décideront qu'elle est coupable. Les gens sont faits ainsi. Ils ne croient même pas au vide. Ils croient au simple, à l'utile. Et il ne la laissera pas aller dans cette boue tant qu'il ne sera pas lui-même certain que la vérité est à sa place. » Alfeydre s'enflamma, mais sans cri. En elle monta une colère chaude, celle qu'elle avait tenue toute la journée. Elle dit qu'elle n'a pas demandé qu'on la retienne. Elle n'est pas une esclave. Elle est venue servir pour la dette, pas livrer sa volonté. Et pourtant sa voix trembla sur le dernier mot, parce qu'au fond, elle le savait. La volonté aussi peut être prise, s'il y a assez de gens pour vous juger commode. Guermondre répondit bas. Sans menace, la parole donnée dans la salle a déjà fait d'elle sa responsabilité. Et s'il laisse le chuchotement devenir un verdict, son nom à lui aussi deviendra chuchotement. Il dit qu'il ne la protège pas par pitié. Il protège la vérité, parce que la maison du Jarl ne peut pas se tenir sur le mensonge, surtout avant le Thing. Alfeydre le regardait et sentait quelque chose d'étrange. Elle avait envie de détourner les yeux, parce que la confiance effraie plus que la haine. La haine est claire, on peut s'enfermer. La confiance exige d'ouvrir la paume. Elle posa lentement le baluchon sur le banc, et elle dit que, s'il cherche la vérité, qu'il ne la cherche pas seulement dans la maison. Le seau et les tablettes ont pu être emportés là où il y a moins d'yeux, là où il y a du bruit et de la résine, là où les gens pensent avec les mains, pas avec des mots. Ok. Guermondre plissa les yeux, comme s'il voyait, pour la première fois dans ses paroles, non de l'entêtement, mais une direction. Il demanda pourquoi elle le pensait. Alfeydre répondit que la résine n'a pas partout la même odeur. On enduit les navires d'un mélange, les portes d'un autre, et les cordages, parfois, d'une préparation pour qu'ils ne pourrissent pas. Si la chose a été emportée dans la hâte, une odeur restera. Et celui qui l'a sortie bougera comme un débardeur, pas comme un gardien de cellier. Guermondre se tut, et, dans ce silence, elle sentit une fine tension se tendre entre eux. Pas encore une douceur, pas une romance. Plutôt le fil d'une affaire commune, qui lie parfois plus fort que n'importe quel ordre. Il dit que, le matin, il commencerait par le quai. Il prononça « il » comme s'il n'avait pas remarqué comment ce mot changeait tout. Une file de dette n'était plus seulement des mains, mais une personne qu'on prend à côté de soi. Quand Guermondre partit, des voix se remirent à bouger dans le couloir. Des serviteurs disaient que l'héritier s'accrochait trop à une file de débiteurs. L'un ricanait, l'autre sifflait d'envie. Sigrid, en passant, ne dit rien à Alfeydre, mais son regard s'arrêta sur le baluchon, et, dans ce regard, il y avait une compréhension simple.
La fuite est aussi un choix, mais pas toujours un salut. La nuit tomba sur le domaine comme une étoffe lourde. Dehors, des guerriers montèrent de la garde, des torches brûlaient aux portes. Sur le fjord, des feux s'allumaient sur des barques qui rentraient encore tard. Dans la grande maison, le jarl Ronvaldr parlait à mi-voix avec ses hommes, et ses voix couraient sur les murs comme du froid. Alfeidr était allongé, sans se déshabiller, et écoutait les pas. Chaque pas pouvait être celui qui vient pour elle. Chaque froissement pouvait être une serrure qu'on tourne. Et pourtant, sur cette inquiétude, il y avait une chaleur étrange. Le matin, Geirmundr irait chercher la vérité, et elle irait à côté de lui. Cela pouvait sauver son nom, ou faire d'elle la première sur qui s'abattra la colère d'autrui, quand la vérité se révélera trop dangereuse pour les plans de quelqu'un. Le matin, au quai, était gris et sonore. La brume tenait encore au-dessus de l'œillet, et le fjord paraissait sans fin, comme si la mer cachait exprès son bord, pour que les gens ne croient pas trop à leurs propres projets. Les planches du ponton étaient humides, les cordages froids au toucher, et la résine sentait fort, avec une douceur épaisse, comme une promesse derrière laquelle se cache un travail dur. Alfeidr marchait auprès de Geirmundr et sentait sur elle les regards aussi nettement qu'on sent le vent sur le visage. L'un s'étonnait, l'autre s'irritait, un autre retenait tout en silence. Geirmundr restait calme, mais son calme avait la tension d'un homme qui voit le monde comme un réseau de nœuds. Ici, un nœud est trop serré, là, un autre l'a du jeu, et, si l'on tire au mauvais endroit, le filet se déchire. Il posait des questions brèves, selon les faits. Qui était de garde la nuit? Qui a ouvert l'entrepôt du quai? Qui a vu un étranger près des bateaux après le coucher du soleil? Les gens répondaient à contre-cœur. Devant le jarl, ils se tairaient par peur. Devant l'héritier, ils se taisaient par prudence. Car si la disparition ne vient pas d'un voleur de nuit, mais d'un homme de la maison, chaque réponse peut devenir le malheur d'un autre. Alfeidr écoutait et regardait. Elle ne cherchait pas à paraître plus savante que les autres. Elle remarquait, simplement. Sur l'un des bouts, elle vit une trace fraîche de résine, plus noire que celle dont on enduisait les portes de la grande maison. À l'autre bout du ponton, près des barriques, un morceau d'étoffe s'était accroché à un clou. L'étoffe était dense, pas une étoffe de pauvre, avec un fil fin dont une simple servante ne se sert pas. Elle ramassa le morceau, le serra entre les doigts, et l'étoffe craqua doucement sous le sel. Geirmundr regarda sa main et demanda ce qu'elle avait trouvé. Alfeidr lui montra l'étoffe et dit qu'un morceau pareil ne reste pas à ceux qui portent du poisson. Chez les pêcheurs, les vêtements se déchirent autrement, en gros accrocs, et ici le fil s'était tiré finement, comme si quelqu'un avait tenté de l'arracher et n'avait pas eu le temps. Elle ajouta que l'odeur de résine est différente ici, une odeur de navire, et que si le seau a été emporté en passant près du ponton, quelque chose a pu garder cette odeur. Geirmundr ne sourit pas, ne la félicita pas, mais son regard devint plus profond, comme s'il voyait enfin en elle, non seulement celle qu'il doit couvrir par parole, mais celle qui sait tenir une piste. Il dit qu'il reviendrait à cela plus tard, et il cacha le morceau d'étoffe dans sa paume, de façon que personne ne le remarque. Après cela, tout alla vite, mais sans agitation. Geirmundr ne fit pas de bruit. Il ordonna à l'un des siens de vérifier les barques qui étaient sorties la nuit et de poser des questions sans menace, comme s'il s'agissait d'une simple erreur. Sigrid, pendant ce temps, fit autre chose à la maison. Elle changea en silence l'ordre des clés et des gardes, comme on déplace des écuelles sur une table. La maison ne s'écroula pas pour autant, mais celui qui avait l'habitude d'y marcher dans le noir pouvait soudain trébucher. Vers le soir, Geirmundr et Alfeidr trouvèrent ce qu'ils cherchaient, mais pas comme en rêvent ceux qui aiment dans les dénouements bruyants. Pas de cris, pas de foule, seulement une réalité froide. Dans un réduit étroit près du quai, là où l'on gardait des cordages et du goudron, derrière une étagère cachée sous un vieux filet, gisait un paquet. Il n'y avait pas toute la liasse des tablettes de dette, mais assez pour semer le désastre. Le seau s'y trouvait aussi, enveloppé d'étoffe pour que le métal ne teinte pas.
et l'étoffe était la même que le morceau dans la main d'Alfeydre. Elle sentit ses doigts trembler. Peu de joie. Un soulagement mêlé d'amertume. On ne s'était pas contenté de la soupçonner. On avait voulu la faire coupable, la piéger de sorte que personne ne doute. Geirmund prit le seau dans sa paume, et le métal brilla brièvement dans le crépuscule. À cet instant, il parut plus âgé qu'avant. Son visage se durcit, comme s'il avait vu non un vol, mais ce qui se cache derrière. Il dit bas, presque en chuchotant, que ce n'était pas l'œuvre d'un voleur de hasard. C'était l'œuvre de quelqu'un qui sait où chercher et qui sait qui l'on accusera en premier. Alfeydre demanda qui avait pu faire cela. Geirmundr ne répondit pas tout de suite. Il la regarda comme pour vérifier si elle était prête à entendre ce qu'il ne voulait pas lui-même admettre. Puis il prononça un nom, presque sans son, Ragnulfr. Le nom d'un homme de la suite, celui qui marchait souvent près de Ronvaldr et riait plus fort que les autres quand on parlait de Quat 41 Tasser. Un nom connu dans la maison, mais pas assez haut pour qu'on ne puisse pas le briser. Et pourtant, derrière ce nom, une ombre plus vaste traînait. Alfeydre sentit sa gorge se serrer. La maison qui comptait tous les gens était aussi une maison où l'on se sert des gens comme de couteaux. On avait voulu faire d'elle un tel couteau contre l'héritier. Geirmund remit le seau à l'abri et dit que pour l'instant, personne ne devait savoir. Pas par peur, mais parce que le coup doit être porté de sorte qu'il atteigne sa cible. Au Thing, on ne peut pas se présenter avec des rumeurs sales sans preuve, sinon, la vérité se noie dans les rires et les cris. Alfeydre hocha la tête. Elle comprit que, désormais, un secret les liait. Un secret rapproche plus vite qu'un toucher, parce qu'il exige la confiance. Et cette confiance la rendait craintive. Tard le soir, ils restèrent dans un cellier, à l'écart de la grande maison, dans une pièce où les invités entraient rarement. L'air sentait les herbes sèches et le vieux bois. Sur les étagères se tenaient des pots, des sacs, des tresses d'oignons. La lumière de la lampe tremblait, et les ombres sur les murs bougeaient, comme si quelqu'un d'invisible écoutait leur conversation. Geirmundr dit qu'elle pourrait se réjouir. À présent, il avait une raison de lui devoir quelque chose, et dans leur monde, cela donne de la force. Il le dit presque sans ironie, comme pour éprouver sa façon de penser. Alfeydre leva les yeux vers lui et répondit d'une voix égale. Elle ne veut pas qu'il lui soit redevable. Elle veut qu'on cesse de l'acheter. Les mots étaient en simple, mais ils portaient une fatigue telle qu'on eût dit qu'elle traînait ce sens toute sa vie et ne le posait sur la table qu'à cet instant. Geirmundr sembla perdre une seconde son appui habituel. Il ne la regardait plus comme une servante, ni comme une débitrice. Il voyait une personne qui ne demande pas de l'argent, mais demande qu'on cesse de la transformer en prix. Dans sa poitrine, quelque chose de lourd et d'ancien se souleva, ce qu'il cachait sous les devoirs. Il comprit soudain qu'il avait passé sa vie à regarder les gens comme des parts de marché, et que c'était commode. Et, pour cela même, cruel. Il dit bas qu'il sait comment le monde est fait, mais qu'il ne veut pas que ce monde écrase tout ce qui est vivant. Il ajouta que, dans sa maison, on ne parlerait plus d'elle comme de la fille de dette devant lui. Cela ne sonna pas comme un ordre pour un beau geste, mais comme une limite. Alfeydre ne sourit pas. Ce n'était pas le moment de sourire. Mais, dans ses yeux, une chaleur passa un instant, celle qu'on cache d'ordinaire très profond. Elle dit que les limites sont faciles à dire, mais dures à tenir quand tant de gens ont intérêt à les briser. Geirmundr hocha la tête et répondit que c'est pour cela qu'il la garde plus près. Pas pour les rumeurs, pour la sécurité. Il ordonna à Sigridr de déplacer Alfeydre vers un travail où il y a moins de mains de hasard et davantage d'ordre. Sigridr écouta sans poser de questions et dit seulement que l'ordre tient à celui qui accepte de le payer, et que désormais, c'est Geirmundr qui devra payer. Le lendemain, le domaine changea, bien qu'en apparence tout fût pareil. Le travail ne diminua pas, mais l'air devint plus lourd.
Les gens sentaient qu'une vérité remue sous le tapis et que quelqu'un la cache. Les guerriers commencèrent à s'observer du coin de l'œil. Les serviteurs devinrent plus prudents dans leurs mots. Dans une telle maison, les changements arrivent toujours d'abord dans le silence. Et, le soir, des invités vinrent de l'autre rive du fjord. Leurs barques entrèrent avec beauté, d'un mouvement égal, comme pour montrer qu'ils ont beaucoup de mains et beaucoup de discipline. À la proue de la première, un animal à gueule ouverte était sculpté, et la taille en était fine, riche. Ils apportaient des coffres de tissu, des coupes d'argent, des loinanas de fourrure chère. Et, surtout, elle était devenue celle grâce à qui le jarl Rognvaldr voulait renforcer sa maison. La fiancée entra dans la cour, comme si cette cour lui appartenait déjà à moitié. Elle portait une robe de belle étoffe, et par-dessus, un manteau fermé d'une fibule qui brillait non avec éclat, mais avec assurance. Ses cheveux étaient coiffés avec soin, ses tresses ornées de perles. Elle souriait à ceux à qui il fallait sourire, sans effort. Son regard glissait sur les gens, avec la même facilité qu'une lame sur la peau d'une pomme, doucement, mais avec précision. Elle vit Geirmundr aussitôt. Elle s'approcha pour le saluer, dit les mots justes sur la mer, sur le retour des navires, sur la générosité de la maison du jarl. Sa voix était calme, égale, et, dans ce calme, s'entendait l'habitude d'obtenir ce pourquoi elle est venue. Geirmund répondit avec politesse. Il se tint comme doit se tenir un héritier. Mais Alfeïdr, à l'écart avec un plateau, remarqua que ses épaules se raidirent un peu, comme s'il enfilait une armure invisible. La rencontre l'enserrait, mais il ne le montra pas. La fiancée parcourut la cour d'un autre regard, et ses yeux s'arrêtèrent sur Alfeïdr. Ce ne fut qu'un instant, mais cela coupa plus fort qu'un cri. Pas du mépris, pas de surprise. Plutôt une évaluation rapide, comme si elle avait vu sur une table un objet qui ne devrait pas être posé à côté du plat principal. Alfeïdr baissa les yeux et recula d'un pas. On lui avait appris à ne pas se mêler des conversations des autres. Mais son instinct lui disait que c'est ici que commence une autre lutte. Une lutte où l'on ne frappe pas du poing, mais où l'on tranche avec un sourire. Le même soir, il y eut un festin. Dans la grande maison, des torches brûlaient. Sur les tables, il y avait de la viande et du pain. L'hydromel coulait dans les coupes. Des chants montaient. L'un parlait de Thor et de la façon dont il tient son marteau au-dessus de la mer. Un autre se signait en silence. Certains que personne ne regarde. De telles maisons vivent toujours sur la frontière entre foi et profit. Celui qui en a besoin appelle les dieux. Celui qui en a besoin se souvient des saints, si cela renforce la parole donnée. La fiancée était assise plus près du haut siège, comme il se doit. Elle riait quand il fallait rire, posait des questions de façon que les gens se sentent importants, et ne perdait pourtant jamais l'essentiel. Elle devait comprendre qui tient la maison, et qui ne fait qu'en donner l'illusion. Et elle comprit vite. Geirmundr n'a pas seulement le fils ici. Il est une part du pouvoir. Mais autour de lui, il y a une fissure qu'on peut élargir. Après le festin, quand les invités se dispersèrent, elle trouva un prétexte pour retenir Geirmundr. Elle dit qu'elle veut voir le quai et les navires, pour comprendre de quoi vit cette maison, en vérité. Elle le dit bas, comme si elle lui faisait plus confiance qu'à tous les autres. Les mots étaient en doux, mais justes. Elle ne demandait pas. Elle lui offrait un rôle, être celui avec qui l'on peut parler sans la foule bruyante. Geirmundr accepta, parce qu'un refus aurait eu l'air d'une grossièreté, et, en politique, la grossièreté coûte plus cher que l'argent. Alfeïdr vit comment ils s'écartèrent vers le couloir, et elle sentit une pointe étrange qu'elle n'aima pas. Il lui déplaisait d'admettre que cela lui faisait mal de le voir près d'une autre femme. Elle se rappela qu'elle n'a pas le droit à de tels sentiments. Mais le cœur demande rarement la permission. Au même moment, Ranulfr était assis près du feu, avec quelques guerriers. Il parlait bas, comme s'il partageait simplement des pensées. Mais ses mots se posaient comme du poison sur du pain. Il dit
que l'héritier pense trop à la justice, que la justice est bonne pour les champs, pas pour le pouvoir, que la maison doit paraître forte, sinon les voisins la compteront faible, et que si l'héritier peut être distrait par une servante de dette, alors il peut être distrait par n'importe quoi. L'un des hommes ricana et dit que la fille de dette est vraiment trop voyante. Ragnulf répondit calmement, presque avec tendresse. On peut faire de la visibilité un nœud coulant. Et alors l'héritier demandera lui-même le bon mariage, pour débarrasser la maison de la honte. Alphaèdre n'entendit pas ces mots, mais elle sentit l'air changer. Trop de regards commencèrent à coller à sa peau. Trop de sourires devinrent de travers. Et, dans cette maison, elle le savait déjà, quand les sourires se tordent, c'est que quelqu'un prépare un couteau qui devra passer pour un accident. Tard dans la nuit, alors qu'elle portait des coupes vides au cellier, elle vit Guermundre dans le couloir. Il allait seul sans la fiancée, mais avec ce visage qu'a un homme qu'on a tenté d'envelopper dans la volonté d'autrui, comme dans une belle étoffe. Il s'arrêta en la voyant, comme s'il voulait dire quelque chose. Mais les murs étaient en trop minces et la maison trop attentive. Alphèdre ne demanda pas où était la fiancée. Elle ne demanda pas de quoi elles avaient parlé. Elle dit seulement qu'elle avait trouvé aujourd'hui une autre trace au quai, et que celui qui avait caché le seau avait pu compter sur une aide de l'intérieur. Elle parlait de l'affaire, parce que l'affaire était le seul pont sûr entre ceux. Guermund hocha la tête et répondit qu'il comprenait. Puis, très bas, il dit qu'elle devait être plus prudente. Et il ajouta, comme si c'était le plus important, ne pas croire ce qu'elle pourrait voir par hasard. Dans ce voir, il y avait un avertissement qui n'avait pas encore de sens, mais qui sentait déjà le malheur. Alphaïd retourna à l'aile des serviteurs et, longtemps, ne parvint pas à s'endormir. Dans l'obscurité, elle entendait les voix du festin, le rire des invités, le tintement des coupes. Et, à travers tout cela, elle sentait autre chose. Demain, la maison deviendrait encore plus étroite et, autour d'elle, des fils commenceraient à se tisser, des fils qui arrachèrent la peau si l'on tente de s'en dégager. Le jour du Thing se leva sur le fjord avec une lumière froide, qui fait briller plus vif l'argent des parures et rend les visages plus sévères. Le vent tirait depuis les d'un souffle égal, sans rafale, comme si la mer avait décidé d'être témoin et de ne pas intervenir. Sur la route vers le lieu de l'assemblée, les gens affluaient de toutes les rives. Des bons de libres en manteaux de laine, des marchands aux sacs de cuir, des guerriers en cottes de mailles, des artisans qui gardaient les mains dans leurs poches, comme s'ils y cachaient leurs pensées. Venaient aussi ceux qui n'avaient pas le droit de parole, mais avaient le droit de regarder et de se souvenir. Venaient des femmes avec des enfants, parce que le Thing n'était pas seulement tribunal et marché, mais un miroir où chacun veut voir sa place. Le cercle de pierre, au bord de l'eau, était déjà plein. Sur la terre, des planches servaient de siège. Près des feux, la fumée montait. Ça sentait la viande fumée et l'herbe mouillée. Au centre, une estrade se dressait. Et, à côté, bien en vue, un grand poteau où l'on attachait ceux qu'on châtie devant tous. On ne frappait pas toujours. Parfois, la honte suffisait. La honte, en ces lieux, vit longtemps et se transmet. Le jarl Runvald arriva avec ses hommes d'un pas égal, sans agitation. Son manteau était lourd, fermé d'une large fibule. Un couteau pendait à sa ceinture. Et tout en lui disait « La maison tient ferme ». Guermundre marchait près de lui, et sa démarche restait calme. Mais il sentait le sang battre sous la peau. Il avait vu le Thing bien des fois, mais aujourd'hui le Thing le regardait autrement. Aujourd'hui, il devait empêcher la maison d'être avalée par un chuchotement qui cherchait déjà à devenir cri. À côté d'eux marchait la fiancée, l'invitée pour laquelle des navires entiers étaient venus. Son sourire était égal, comme un os lisse sur un collier, et ses yeux brillaient d'un calme qui disait qu'elle connaît d'avance la fin de la journée. Ces gens se tenaient un peu à l'écart, mais serrés, comme une meute qui ne craint pas les pierres étrangères, parce qu'elle connaît sa force. Alphaïdre n'aurait pas dû être près du cercle. Des femmes comme elle restent au bord, près des charrettes, près des chaudrons, là où l'on distribue l'eau et le pain. Mais,
Aujourd'hui, Geirmundr avait ordonné à Sigridr de la tenir de façon qu'elle soit proche et en sûreté. Cet ordre traçait comme un chemin de paille sèche vers le feu. Alfeidr sentait les regards sur elle. Et ces regards contenaient tout. La curiosité, la colère, la moquerie, l'envie de la voir se briser. Elle se tenait un peu en arrière, dans l'ombre des hommes du Jarl, et s'efforçait de garder une respiration égale. Elle portait une robe simple mais propre, bien ceinturée, et, sur la manche, le fil du bleu surjet se voyait encore, solide et net. Elle ne le cachait pas. Ce surjet était sa vérité. Là où ça se déchire, on peut recoudre, mais la trace demeure. Et qu'elles disent que l'étoffe a survécu à la douleur. Au début, le thing se déroula comme d'habitude. On disputait de terre, de limites de pâturage, de dettes de bois et de poissons. L'un jurait sur le marteau de Thor en frappant sa poitrine de la paume. Un autre se signait en silence, comme pour prier son Dieu d'être proche, même si, ici, on ne l'aime pas. Les voix montaient et retombaient, comme des mouettes au-dessus de l'eau. On jugeait sans trop de sang, mais avec des mots lourds. Ici, on s'est coupé non avec une lame, mais avec une formule qui laisse un homme sans appui. Le jarl Ronvaldr écoutait sans trouble, et n'intervenait que là où son mot pouvait fermer un conflit. Geirmundr se tenait près de lui, parfois se penchait pour dire à son père quelque chose de bref, selon les faits. Il avait l'air de ce que les alliés veulent te voir, un héritier qui sait tenir son visage. Mais Alfeidr remarquait autre chose, la façon dont, parfois, son regard s'attardait sur la foule, comme s'il cherchait celui qui se prépare à frapper. Le coup ne vint pas tout de suite. Il vint quand les gens furent là des petites querelles, et qu'en eux s'éveilla la soif de quelque chose de plus grand, pour que la journée ne paraisse pas vide. Ragnulf monta sur l'estrade avec assurance, comme s'il avait droit à chaque mot, et se plaça de sorte que le soleil frappe son épaule. Il sourit à la foule, pas au jarl. Et ce fut le premier couteau caché dans un salut. Il parla d'ordre, de la nécessité que la maison du jarl soit un exemple. Sinon les voisins décideront qu'on peut prendre ici sans demander. Il parlait bien, sans phrases trop longues, pour être compris autant par ceux qui tiennent l'épée que par ceux qui tiennent la charrue. Puis il dit qu'avant le Thing, il y avait eu une disparition au domaine, et que tous le savaient, parce que les rumeurs courent encore plus vite que les chevaux. Le silence roula comme une vague. Les gens aiment les scandales, parce qu'un scandale leur enlève une part de leur propre faute. Si le jarl a un malheur, alors les malheurs des autres paraissent plus pardonnables. Ragnulf tourna la tête et lança comme par hasard un regard vers l'endroit où se tenait Alfeidr. Le hasard était trop précis. Il dit qu'un débiteur était entré dans la maison, quelqu'un que l'héritier avait pris sous sa parole, quelqu'un à qui l'on a confié du travail près du domaine et près du quai, quelqu'un qu'on peut comprendre, la pauvreté pousse à bien des choses. Et, à ces mots, un froid passa le long du dos d'Alfeidr, même si ce n'était pas un jour d'hiver. Elle connaissait cette manière. Ne pas accuser de front, laisser la foule conclure seule, parce que la foule conclut toujours plus mal. Quelqu'un cria son nom, quelqu'un rit brièvement, quelqu'un, au contraire, se tut, attendant la suite. La fiancée, près du jarl, inclina la tête, comme par compassion pour la maison, et cette politesse fut plus terrible que la moquerie. Elle n'était pas du côté d'Alfeidr. Elle était du côté de celui qui gagnera. Le jarl Ronvaldr ne bougea pas. Son visage resta de pierre. Mais Geirmundr fit un pas en avant si brusque que tous le virent. Il monta sur l'estrade près de Ragnulf, et un instant, l'air devint étroit entre eux, comme lorsque deux feux se rencontrent dans un même brasier. Geirmundr dit qu'on ne porte pas des rumeurs au Thing tant qu'une preuve n'est qu'elle n'est pas nommée. Et qu'il faut parler de la maison du jarl avec prudence. Parce que la parole est aussi une arme. Sa voix était calme, mais dans ce calme, il y avait une acier que l'on ne voyait pas toujours. Ragnulf répondit doucement, presque avec tendresse, et il y avait du poison dans cette tendresse. Il dit
que c'est justement pour la maison qu'il parle. Si l'héritier défend une file de dettes, on peut y voir une faiblesse. Si l'héritier lui fait confiance, on peut y voir l'héritier mené par des mains étrangères. Il avait l'air de veiller à la réputation de Geirmundr, mais, en vérité, il le plaçait devant un choix, recul, ou paraît ridicule. La foule remua. Ici, on aime quand on met le puissant dans une position mauvaise. Le puissant devient alors plus proche, parce que lui aussi peut trébucher. Alphaïdre sentit l'amertume monter en elle. Elle voulait s'avancer et dire que tout est cet mensonge, que le sceau Aya a été retrouvé, qu'il y a des traces, que tout est clair. Mais elle comprenait que sa voix, dans ce cercle, ne pèse presque rien. Les mots d'une femme pauvre se frottent facilement dans la terre, si cela sert quelqu'un. Et pourtant, Geirmundr fit ce qu'on n'attendait pas de lui. Il ne se cacha pas derrière des phrases creuses. Il dit clairement qu'il avait confié à Alphaïdre des tâches liées à la recherche de ceux qui avaient disparu, parce qu'il lui avait fait confiance comme à quelqu'un qui sait voir là où d'autres regardent à côté. Il dit que le sceau est déjà revenu à la maison et que celui qui tente de mettre la faute sur Alphaïdre est soit sot, soit cherche le scandale. Les mots fendirent pensillaire. Les gens se mirent à chuchoter. L'un demanda pourquoi on ne l'avait pas dit plus tôt. Un autre, au contraire, se mit à chercher des yeux celui qui pouvait être coupable. Parce que si le sceau est revenu, alors il y a eu un voleur. Et si un voleur a existé, alors il y a un nom. Ragnulfr sourit plus largement, comme s'il avait obtenu ce qu'il voulait. Il dit que si le sceau a été volé, alors de la pourriture vit bien dans la maison, et que l'héritier devrait expliquer pourquoi il garde près de lui une servante de dette d'aussi près. Le mot « près » sonna avec insistance, et, dans la foule, quelqu'un éclata d'un rire bref. On rit là où l'on veut faire de la vie d'autrui un jouet. La fiancée fit un pas en avant, et sa voix sonna calme, tenue, comme si elle parlait pour la paix. Elle dit que les rumeurs de proximité sont dangereuses pour la maison du Jarl, et qu'elle regrette que de tels propos naissent justement maintenant, à la veille d'une alliance. Son regret était lisse comme de la glace. Elle n'accusait pas, mais faisait comme si tout était déjà évident. Et, par cela même, elle renforçait le coup. Alphaïdre sentit l'air lui manquer. Le couple ne visait pas seulement elle. Il visait la promesse de Geirmundr, son futur mariage, son nom. S'il recule maintenant, on l'écrasera, elle. S'il ne recule pas, on pourra l'écraser. Lui, par la politique. Geirmundr tourna la tête vers la foule et dit qu'il n'entend pas du souci, mais une tentative de transformer une personne en chose. Il le dit non comme une prêche, mais comme une accusation. Puis il ajouta que si quelqu'un a des griefs, qu'il les dise droit, au lieu de les cacher derrière des dos de femmes et des sous-entendus bon marché. C'était dangereux. Parce qu'il venait de frapper Ranulfr en public, et Ranulfr n'était pas seulement un parent. C'était un homme que soutenait une part de la suite. Alphaïdre comprit soudain que se taire davantage est dangereuse aussi. Ici, le silence signifie l'accord. Elle releva le menton et fit un pas en avant, vers le bord du cercle, là où on aurait pu l'arrêter. Mais personne ne l'arrêta. Peut-être parce que tous voulaient et voir comment elle parlerait, et comment on la déchirerait avec des mots. Elle dit qu'elle était entrée dans la maison du Jarl, ni comme voleuse, ni comme tentation. Elle était venue parce que sa famille vivait sur une rive, où les hivers savent tuer par la faim plus silencieusement qu'une épée. Elle n'était pas venue demander grâce, mais travailler. Et si quelqu'un veut la nommer voleuse, qu'il le fasse de façon que tous l'entendent, au lieu de chuchoter en cachant sa peur derrière le rire. Sa voix n'était pas forte, mais elle était claire. Elle parlait en phrases entières, sans tremblement, même si son cœur battait vite. Elle ne s'attarda pas à se justifier. Elle dit l'essentiel, son nom ne se vend pas avec son travail. Le cercle redevint silencieux. Les gens n'aiment pas quand le panoukote swanchat devient soudain une personne. Une personne est plus difficile à punir sans conséquence pour la conscience. Ranulfr fit comme si les mots de la servante ne l'avaient pas touché.
Il se tourna vers le jarl Rognvaldr et dit que la maison doit montrer sa force. Sinon, les alliés douteront. Il dit que l'héritier s'était trop laissé prendre, et que tous le voient maintenant. Il proposa une solution simple, livrer Thorlafil de dette au jugement selon les usages, pour clore l'affaire, et ne pas couvrir la maison de honte. Les mots étaient lisses, le sens était sale. Le jarl Rognvaldr regarda Geirmundr. Ce regard ne portait aucune tendresse de père. C'était le regard d'un gouvernant qui demande « Comprends-tu le prix ?» et « Es-tu prêt à payer ?» Geirmundr ne répondit pas tout de suite. Il savait que le moindre mot mal posé deviendrait une pierre au cou de la maison. Il aurait pu dire qu'Alfheidr n'est qu'une servante, qu'il n'est lié à elle par aucun sentiment, que ce n'est que du travail. Cela aurait été commode et aurait sauvé une part de réputation. Mais alors sa promesse se serait changée en mensonge, et lui-même serait devenu comme ceux qui contentent les gens en marque. Il dit qu'on ne punit pas pour la forme, mais pour la vérité. Et si la vérité gêne quelqu'un, cela ne veut pas dire qu'il faut la noyer. Il dit que le sceau a été retrouvé grâce à une piste, et que cette piste ne pouvait pas venir d'un pauvre. Et qu'il est prêt à nommer des noms au Thing, mais qu'alors le Thing doit être prêt à entendre tout jusqu'au bout, et pas à s'arrêter au premier coupable commode. Ces paroles levèrent une vague. La foule gronda. Certains voulaient entendre un nom, parce qu'un nom est un spectacle. D'autres eurent en peur, parce que s'il y a de la pourriture dans la maison du jarl, elle peut être liée aux puissants, et on crainte d'accuser les puissants. La fiancée se pencha un peu vers Geirmundr, comme pour lui parler à voix basse, mais il ne se tourna pas vers elle. Il regardait seulement devant lui. Tous le virent. Et, pour cela, son sourire froid eut une brève fissure, très courte, presque invisible. Mais Alfheidr la remarqua. Tout dans cette fêlure. Elle vit soudain, la fiancée n'a pas l'habitude qu'on ne place pas sa volonté au-dessus des autres. À cet instant, ce que Ranulf avait préparé d'avance se produisit. Un homme sortit de la foule et leva la main, tenant une petite chose, qui ressemblait à de l'argent étranger ou à un signe du cellier. Il dit qu'il l'avait trouvé là où travaillait la servante. Les mots furent prononcés avec une telle assurance que, un instant, même Alfheidr sentit tout se rompre en elle. Elle comprenait, c'est un objet déposé exprès. Mais un objet déposé avec adresse sonne toujours comme la vérité. La foule fit plus de bruit. Plusieurs voix crièrent tant que tout est clair. Certains exigeaient qu'on l'attache au poteau, d'autres riaient, parce que c'est plus facile ainsi de supporter la douleur d'autrui. Alfheidr recula d'un pas, et une idée lui traversa l'esprit. Partir maintenant, se dissoudre parmi les gens, disparaître avant qu'on ne l'attrape. Mais partir, c'est reconnaître. Alors elle resta, même si ses jambes devinrent lourdes. Geirmundr leva la main, et il était étrange de voir à quelle vitesse le silence revint. Pas parce que tous le respectent, parce qu'ils aiment regarder le pouvoir choisir. Il dit que si cet objet a été trouvé là où Alfheidr travaillait, alors on a pu l'y déposer justement parce qu'elle y travaillait par son ordre. Et il dit l'essentiel, avec une clarté telle que chaque mot tomba sur la terre. La responsabilité de son accès aux affaires, cette est la sienne. Et si quelqu'un veut l'accuser, qu'il accuse sa décision. Il ne la livrera pas au jugement de la foule tant qu'il n'est pas prouvé qu'elle a pris quoi que ce soit pour elle-même. Ces paroles frappèrent le cercle comme une pierre dans l'eau, parce que l'héritier venait de faire l'impossible. Il s'était placé à côté d'une servante, comme si leur honneur était lié. Le jarl Rognvaldr pâlit, non de peur, mais d'une colère qu'il ne pouvait pas montrer devant tous. La fiancée se figea comme une statue, mais quelque chose de tranchant s'alluma dans ses yeux. Ragnulf perdit son sourire un instant, parce que le plan devait briser la servante, et qu'il venait de frapper l'héritier. Et cela changeait tout. Alfheidr regardait Geirmundr, et elle voulait croire en lui comme on croit à la mer quand on part en voyage. C'est effrayant. Mais il n'y a pas d'autre chemin. Dans sa poitrine montait une chaleur si forte qu'elle en faisait presque mal. Mais, avec elle, montait aussi la peur. S'il se tient pour elle aujourd'hui, demain on viendra le chercher pour cela. Avec des mots, des lames, des alliances. Le Thing continua, mais sur un autre rythme.
Les querelles de terre semblaient petites. Tous attendaient comment cette histoire finirait. Le Jarl Rognvaldr dit brièvement que la question serait tranchée à la maison après le Thing, et par cela, il ferma comme une porte, pour empêcher la foule de les achever ici même. La foule gronda, mécontente, mais céda, parce qu'on craignait encore le Jarl. Quand les gens commencèrent à se disperser, Alfheidr sentit l'air se resserrer autour d'elle. Quelques hommes de la suite la regardaient trop fixement. Elle connaissait ce regard. Ce n'est pas le regard de ceux qui veulent la vérité, mais celui de ceux qui veulent un châtiment. Sigrid apparut à côté d'elle si silencieusement qu'on aurait dit qu'elle avait poussé hors de l'ombre. Elle dit à Alfheidr de la suivre, de ne pas se retourner et de ne pas discuter. Sa voix avait peu d'émotion, mais beaucoup d'expérience. Alfheidr obéit. Geirmund retint un instant son regard sur Alfheidr, et, dans ce regard, il y avait tout ce qu'il ne pouvait pas dire devant les gens. Tiens bon, ne te brise pas, ne disparais pas. Mais, tandis qu'Alfheidr marchait derrière Sigrid entre les feux et les charrettes, elle comprit que le danger n'avait pas disparu. Il avait seulement changé de forme. À présent, on ne la jugerait pas seulement pour le sceau, on la jugerait pour la façon dont l'héritier s'est placé près d'elle. Et, quelque part parmi les gens bruissants, parmi les manteaux et les armes, parmi les sourires et les chuchotements, la fiancée la regarda s'éloigner. Son sourire était toujours aussi froid. Mais, cette fois, il avait une cible. Après le Thing, le domaine les accueillit non par du bruit, mais par un silence sur ses gardes. Même le fjord, d'ordinaire bavard, sembla retenir son souffle. L'eau reposait sombre et lourde, et les reflets des nuages y rampaient lentement. Les portes se refermèrent derrière les gens du Jarl, et le grincement du bois sonna comme un point posé à la fin d'une dispute qui n'était pas terminée. Le Jarl Rognvaldr ne fit pas de scène dans la cour. Il attendit que les invités se répartissent dans les chambres prévues, que les guerriers retirent leurs cottes de mailles et suspendaient leurs manteaux mouillés près du feu, que les couloirs aient moins d'oreilles. Puis il ordonna qu'on fasse venir Geirmundr, pas dans la salle du festin, où la parole devient spectacle, mais dans une petite pièce au plafond bas, où l'on gardait des cartes de la côte et où reposaient des tablettes de dette. Là, cela sentait les herbes sèches, la résine et le fer froid. Geirmund rentra seul. Il se tenait droit, mais dans sa poitrine, le grondement du Thing sonnait encore, là où chaque mot peut devenir pierre. Le Jarl était assis à la table, et son visage portait le calme de celui qui a déjà décidé. Il regardait son fils non comme un père, mais comme le maître d'une maison qui doit tenir le toit quand le vent se lève. Rognvaldr dit que Geirmundr s'était montré au Thing comme si on pouvait le mener par une femme de débiteur. Il le dit sans méchanceté, mais d'un ton sec, et cette sécheresse faisait comprendre. Ce n'est pas une affaire de sentiment, mais de pouvoir. La maison d'un jarl vit d'alliance, et une alliance se renforce non par des mots, mais par un mariage. La fiancée n'était pas venue pour des sourires. Sa parenté attend une réponse. S'il n'y a pas de réponse, des questions viendront derrière les sourires. Et, derrière les questions, il arrive que des épées suivent. Geirmundr écoutait sans un mot. En lui montait une lassitude ancienne, familière. Il avait l'habitude d'être une part de marché, et il avait l'habitude que sa vie aussi soit une monnaie dont on paie la paix de l'hiver. Mais, aujourd'hui, cette monnaie, pour la première fois, lui brûlait la paume. Il répondit calmement qu'il ne permettra pas qu'on bâtisse la maison sur le mensonge. Il dit qu'au Thing on avait tenté d'étaler de la saleté pour frapper lui et la maison, et que les coupables n'avaient donc pas disparu. Il ne donna pas de nom, mais, à la façon dont le Jarl plissa un peu les yeux, il était clair que Rognvaldr devinait lui-même où chercher. Le Jarl n'aimait pas qu'on trouble l'eau dans ses terres. Mais le Jarl aimait encore moins que son fils fasse un choix sans demander la permission. Rognvaldr dit que Geirmundr doit épouser celle sur qui l'on s'est accordé. Sinon, il ne sera pas héritier. Seulement un fils à qui l'on laissera une belle place à table et des mains vides.
Le jarl ne cria pas, mais chaque mot sonnait comme un marteau sur un rivet. Geirmundr comprit que ce n'était pas une menace de colère. C'était un véritable ultimatum. Geirmundr laissa un silence, puis dit qu'il ne veut pas de ce mariage-là. Il le dit simplement, sans explication de trop, comme s'il s'étonnait lui-même de la facilité avec laquelle cela sortait enfin. Il ajouta qu'il respecte la force d'une alliance, mais qu'il refuse de vivre comme si on pouvait l'enfermer dans la volonté d'autrui et appeler cela de l'ordre. Le jarl se leva. Il était plus haut que son fils, non par la taille, mais par le poids de ce qui se tient derrière lui. Rognvaldr dit que l'amour ne nourrit pas une suite et ne repousse pas les voisins. Geirmund répondit qu'une maison ne tient pas seulement par la peur. Si une maison ne tient que par la peur, un jour elle s'effondre au premier chuchotement assez fort. Et, aujourd'hui, au Thing, ils avaient presque vu comment cela arrive. Le silence tomba dans la pièce. Dans ce silence, tous deux comprenaient, si l'un cède maintenant, l'autre s'en souviendra toute sa vie. Le jarl regarda son fils comme s'il découvrait en lui, pour la première fois, non la prolongation de sa volonté, mais un homme séparé. Rognvaldr dit qu'il réfléchirait. C'était peu, mais ce n'était déjà plus une sentence finale. Pendant que les hommes se disputaient sur le destin de la maison, dans une autre aile du domaine, la fiancée prenait, elle aussi, une décision. Elle ne pleura pas, ne lança pas de mots au hasard. Elle marchait dans la chambre d'invité, où une étoffe venue d'une rive étrangère pendait au mur, et la lumière de la lampe faisait de son ombre une forme longue et droite. Othing en l'avait humiliée non par des mots directs, mais par le fait que l'héritier ne s'était pas tourné vers elle au moment attendu. Pour elle, c'était pire qu'un refus. C'était un doute public sur le fait qu'elle compte tout court. Elle trouva. Ragnulfr dehors, près de la barre d'attache, là où les hommes parlent plus simplement que dans une salle. Ragnulfr lui sourit comme si, en ce monde, il n'y a pas de défaite, seulement des coups à jouer. Il dit qu'on peut ramener l'héritier sur la route juste. La fiancée répondit qu'elle n'est pas une chose qu'on remet à sa place. Elle est une alliance. Et si une alliance est offensée, elle doit montrer les dents. Ragnulfr lui proposa une autre voie. Ne pas frapper Geirmundr par la menace, parce que la menace le rendrait plus entêté. Il faut frapper celle pour qui il s'est levé au Thing, que la servante parte d'elle-même, que son cœur se fende. Alors l'héritier restera seul. Il devra accepter le mariage pour ne pas perdre la face. La fiancée écouta, et un sourire froid revint se poser sur ses lèvres. Elle dit qu'elle comprenait. Les jours suivants, le domaine vécut comme sur une glace mince. Les gens faisaient leur travail, riaient près des feux, mais le rire sonnait plus prudent. Les rumeurs s'étalaient comme de la fumée. L'un disait que l'héritier s'était querellé avec son père. L'autre chuchotait que des exécutions viendraient. Parce que le sceau n'avait pas été volé pour rien, un autre regardait Alfeidr avec une haine neuve. À cause d'elle, la maison vacille. Alfeidr sentait cela sur elle comme on sent la pluie avant qu'elle tombe. Elle s'efforçait de rester près de Sigridr, de faire son travail sans mots inutiles, de ne pas accrocher trop souvent le regard de Geirmundr. Pas parce qu'elle s'en moquait, au contraire. Plus cela lui importait, plus elle devait être prudente. Elle le savait. Si l'attachement devient visible, on le transforme en corde. Geirmundr, lui, ne la cherchait pas ouvertement, mais son attention se montrait autrement. Il laissa un ordre pour que, au quai, travaillent près d'elle ceux qui ne tendent pas les mains et les mots. Il fit en sorte que l'un des siens lui apporte la meilleure toile restante pour le travail, comme si ce n'était qu'un détail. Un jour, il s'arrêta près de la table où elle ravaudait des sacs et demanda si elle sait compter non seulement les poissons dans un panier, mais aussi la dette dans les entailles. Et quand elle répondit qu'on l'avait mal instruite, il dit qu'il lui montrera comment lire les signes sur la tablette, parce qu'une personne qui sait lire une dette se défend plus facilement. C'était inattendu. Pour la première fois, Alfeidr se sentit non acheté, mais relevé, et cela l'effrayait plus que les moqueries d'hier. La fiancée choisit un soir où le domaine était de nouveau plein.
Un repas pour les invités, des propos sur des négociations à venir, de l'hydromel qui assouplit les langues. Elle s'approcha de Guermundre avec calme, sans oreilles étrangères, et dit qu'elle veut lui parler de paix entre les maisons, pour qu'il n'y ait pas d'offense. Elle parlait avec raison. Elle savait parler de sorte qu'un homme croit venir lui-même à l'idée qu'on lui a glissée. Guermundre accepta, parce qu'un refus aurait encore ressemblé à un défi lancé à leur alliance. Il la suivit dans une chambre de côté, où l'on avait autrefois discuté d'affaires à la lumière faible. On ferma la porte pour que le bruit de la salle ne gêne pas. On ordonna à un serviteur d'apporter du vin et de les laisser. Il n'y avait rien d'indécent pour ceux qui règlent les mariages comme des marchés. Mais c'était justement pour cela que c'était commode pour un piège, tout avait l'air légitime. La fiancée parla de sa maison, du fait que sa parenté n'aime pas qu'on joue avec elle. Elle dit que Guermundre porte trop d'attentes et que, auprès d'elle, ces attentes peuvent être se partager, au lieu d'être portées seules. Elle s'approcha et dit qu'une femme, pour un héritier, n'est pas seulement une alliance, c'est aussi du repos. Du repos loin des regards sans fin, loin du rôle, loin de la nécessité d'être froid. Guermundre écoutait, mais en lui, une irritation montait, pas même contre elle, contre le fait qu'on tente encore de l'envelopper de mots justes. Il voulait déjà clore la conversation quand il sentit la fatigue lui cogner au crâne. Le vin, la journée, la tension après le thing, la surveillance constante. Il s'assit sur le banc, baissa un instant les yeux, et cet instant fut tout ce dont la fiancée avait besoin. Elle se pencha vers lui de façon que la fente entr'ouverte de la porte montre exactement ce qu'il fallait qu'on voie. Sa main toucha son épaule, sans brutalité, presque avec tendresse. Elle dit bas que personne ne doit savoir combien c'est lourd pour lui et que, dans cette pièce, il n'a pas à tenir son bouclier. Elle le dit de façon que cela sonne comme une invitation. Au même instant, Alfeydre passait dans le couloir avec une corbeille de toile. Elle n'aurait pas dû passer là, mais Sigridre lui avait ordonné de porter l'étoffe à Célier, et Alfeydre avait pris le chemin le plus court. Elle vit la lumière de la lampe, vit la porte entr'ouverte juste assez pour accrocher l'œil. Et elle vit ce qui, ensuite, resterait devant elle même dans le noir, le manteau de Guermundre par terre, sa posture lasse, une silhouette de femme au-dessus de lui, une main sur son épaule. Alfeydre n'entendit pas les mots. Elle n'entendit que son propre cœur comme frappé contre la pierre. Le monde devint sourd un instant, comme si l'eau avait fermé ses oreilles. La corbeille faillit lui glisser des mains, mais elle la retint, parce qu'elle a l'habitude de tout retenir, même quand quelque chose se brise dedans. Elle recula d'un pas, sans bruit, et s'en alla. Pas parce qu'elle ne voulait pas connaître la vérité, parce qu'à cet instant, elle croyait l'avoir déjà vue. Et cette vérité était simple, sans pitié. Il est héritier. Il doit épouser une femme forte. Elle est servante par dette. Sa place, elle était là où l'on ne pose pas de questions. Elle atteignit l'aile des serviteurs, posa la corbeille, s'assit sur le banc et resta longtemps à regarder ses mains. Elle tremblait, mais peu. Comme tremblant les mains après un travail trop lourd, quand la force s'en est allée et que la tête tient encore la forme. Elle voulait pleurer, mais les larmes ne venaient pas. À la place des larmes, il y avait un vide égal, comme si on lui avait retiré le feu. Le matin, elle ne dit pas un mot à qui que ce soit. Elle commença simplement à faire son baluchon. Elle rangea ses affaires avec soin, comme pour un départ ordinaire, pas une fuite. Le fil bleu, elle le cacha plus profond, comme on cache ce qui rappelle trop la maison. Elle accrocha le couteau à sa ceinture, et elle alla au quai. Le fjord était gris, mais calme. De fines bandes de brume se tenaient au ras de l'eau. Les drékas reposaient près de la rive, et leurs têtes sculptées regardaient vers l'IA ouverte, comme si elles savent, parfois, il vaut mieux partir que d'être écrasées à terre. Alfeydre s'arrêta au bord du ponton. Elle pensa aux plus jeunes, et au fait que la promesse de Guermundre les protège encore, même si elle s'en va. Elle pensa à elle-même, et au fait que si elle reste, elle deviendra une cible commode.
une faiblesse commode de l'héritier. Et alors on frappera encore sur lui, et donc sur elle. Sigrid apparut près d'elle comme toujours, sans bruit inutile. Elle ne la blâma pas. Elle dit qu'elle avait vu Alfeidre reculer cette nuit dans le couloir, et qu'elle avait compris. Alfeidre ne se justifia pas. Elle dit seulement qu'elle ne veut pas être l'ombre de quelqu'un, ni la honte d'autrui. Sigrid répondit sèchement, mais sans cruauté. La honte, ce sont ceux qui jouent qui la choisissent. Alfeidre, elle, ne jouait pas. On tente de la transformer en pièce, et, si elle s'en va, on posera la pièce ailleurs en disant que c'était ainsi depuis le début. Puis elle ajouta que Guermondre ne ressemble pas à un homme qui cède facilement sa parole. Mais une parole, si la personne à côté n'est plus là, peut, elle aussi, tourner au vide. Alfeidre regardait l'or et ne savait pas quoi répondre. Elle était trop lasse pour croire encore une fois. À cet instant, des pas retentirent derrière elle. Guermondre arriva vite, sans manteau, comme s'il avait jailli de la maison sans penser à son allure. Son visage était plus pâle qu'à l'ordinaire, ses yeux plus sombres. Il s'arrêta à quelques pas et ne s'approcha pas tout de suite, comme s'il craignait d'effaroucher sa résolution. Il prononça son nom à voix basse, pas son surnom, son nom. Et il y avait là tant d'humain que, dans Alfeidre, le feu se releva, même si elle s'efforçait de l'étouffer. Elle ne se retourna pas aussitôt. Elle demanda ce qu'il veut dire, si tout est déjà visible. Elle le dit d'un ton égal, mais sa voix trembla sur un mot, et elle se haït pour cette faiblesse. Guermondre répondit qu'elle n'avait pas vu ce qui était. Il dit que la fiancée avait arrangé les choses pour que son regard attrape exactement cette image. Il ne fit pas de longues excuses. Il dit simplement « Il ne lui appartenait pas et ne lui appartiendra pas, parce qu'il ne veut pas qu'on l'achète par une alliance. » Puis il ajouta que c'est lui qui avait tort d'avoir laissé la fatigue ouvrir la porte à un piège, parce que la fatigue rend l'homme aveugle. Mais il ne veut plus être aveugle. Alfeidre se tourna enfin. Dans ses yeux, la douleur était là, comme une coupure sur la paume qu'on ne sait pas cacher. Elle demanda pourquoi. Alors, il va vers la fiancée, s'il sait que c'est un piège. Guermondre répondit avec vérité. Parce que la dette de la maison et les attentes du père ne s'effacent pas en détournant la tête. Il y allait pour tenir la paix. Mais il a compris, maintenant, qu'une paix payée par ses mensonges et par ses larmes ne vaut rien. Il dit qu'après le thing, il a choisi. Soit il vivra comme on l'ordonne et deviendra vide, soit il vivra comme il estime juste et perdra une part de pouvoir. Et il choisit la seconde voie. Sigrid s'écarta en silence de quelques pas, les laissant seuls près de l'eau. Le vent remuait les bords des vêtements, et le monde alentour sembla retenir son souffle, comme s'il attendait le prochain nœud de leur vie. Guermondre sortit de sa ceinture une petite tablette. Des entailles y couraient, familières à Alfeidre comme les marques de l'hiver sur une maison. Il dit que c'est la marque de sa dette, et qu'à présent, devant elle, il la ferme. Pas en partie, pas par promesse, entièrement. Il passa le doigt sur les entailles, comme s'il les effaçait par le regard, et dit que la dette ne lui tient plus la gorge, ni les mains. Elle est libre de partir, libre de rester, libre de choisir. Alfeidre fixait la tablette et ne parvenait pas à respirer. Elle s'attendait à ce que la liberté ait un goût sucré, comme l'hydromel, mais la liberté sonna comme une peur. Parce que désormais, il n'y a plus personne sur qui poser le poids de la décision. Désormais, chaque main qui et chaque nocote 104 sera à elle, et à elle seule. Guermondre dit qu'il veut qu'elle soit auprès de lui non comme servante, mais comme épouse. Il le dit sincèrement trop beau. Il dit qu'il voit en elle non une parure pour un banc près du feu, mais une force qui tient la vie quand on chuchote et quand on trahit. Il ajouta que si elle dit non, il protégera tout de même elle et les plus jeunes, parce qu'une parole donnée une fois ne se rachète pas. Alfeidre ferma les yeux un instant. Elle se souvint de toutes les fois où l'on avait décidé à sa place. Quand la dette décidait de la part de pain, quand l'hiver décidait qui survivrait.
quand les puissants décidaient qui prendre. Et à soudain, pour la première fois, elle sentit qu'elle peut décider elle-même. Des larmes montèrent, vraies, brûlantes, mais elle ne les laissa pas tomber tout de suite. Elle demanda si elle ne deviendrait pas seulement un bouclier contre les reproches, si son nom ne deviendrait pas une nouvelle tablette dans la main du jarl. Geirmund répondit qu'un bouclier, il sait le porter lui-même. Il ne lui faut pas un mur, mais une personne. Et si quelqu'un tente de faire d'elle une chose, il s'y opposera comme il s'y est opposé au Thing. Alfeidr expira lentement et dit qu'elle n'acceptera que s'il lui permet de rester elle-même. Pas une politesse apprise, pas une robe étrangère posée sur sa peau. Elle dit qu'elle ne sourira pas à ceux qui crachent sur sa trace. Geirmund répondit qu'il n'en ait pas besoin. Il lui faut sa vérité, pas le sourire commode d'autrui. Elle tendit la main et il la prit. Pas comme un maître prend une servante, mais comme un homme prend une femme, avec la crainte de faire mal. Le geste était silencieux, et pourtant qu'il portait plus de serment que les grands mots. Ensuite, tout alla vite, comme quand la décision est déjà prise, et que le monde ne fait que la rattraper. La fiancée apprit la rupture, et ne cacha pas sa fureur. Elle vint trouver le jarl Runvaldr, et dit que sa maison ne pardonne pas une telle humiliation. Elle parlait durement, mais encore dans la mesure des convenances, parce qu'elle ne pouvait pas se permettre une perte de contrôle. Sa parenté se tenait près d'elle, et son silence pesait comme une pierre. Il voulait une compensation, il voulait en sauver leur face, et il voulait que la maison du jarl reconnaisse, elle est fautive. Le jarl Runvaldr les écouta et fit ce que savent faire les gouvernants. Il ne supplia pas, ne fut pas brutal. Il proposa de l'argent d'argent et des concessions de commerce. Proposa une autre alliance plus tard et des garanties en mer, qui valent presque autant que les belles paroles. Il leur donna une sortie qui ne demandait pas le sang, mais leur permettait de repartir la tête haute. La fiancée repartit tout de même offensée, et son sourire froid, au moment des adieux, devint plus fin, plus dangereux. Mais elle repartit, parce que le jarl paya la paix, et parce que sa maison à elle aussi avait ses calculs, qui ne réclama pas toujours une vengeance immédiate. Ranulf tenta de parler au jarl à part. Il chuchota que l'héritier est devenu faible, que cela frappera la maison, que les gens riront. Mais le jarl, qui avait vu le Thing et entendu son fils, lui répondit froidement. « On peut survivre au rire si la maison tient. » Mais la trahison au cœur de la maison se survit plus difficilement. Ragnulf comprit que ses fils étaient tendus au point de casser, et il recula, sauvant sa face. Pour un temps. Le mariage se fit sans faste de compte, mais avec un poids que tous sentaient. Dans la longue maison, des torches brûlèrent de nouveau. L'odeur du pain et de la viande revint. Une chanson s'éleva, mais cette fois, la chanson ne parlait pas de prise, elle parlait de maison. Alfeidr mit une robe de belle étoffe donnée par Sigridr et fixa sur sa poitrine une fibule simple mais solide. Sur la manche, le bleu surjet resta. Elle demanda qu'on ne le cache pas. Et ce fut sa première petite autorité dans ce lieu nouveau. Geirmandr se tenait près d'elle, et, quand on les regardait, il ne détournait pas les yeux. Il tenait sa main de façon que ceux qui chuchotaient le voient. Le jarl Runvaldr était assis au roux-siège et se taisait, mais son silence ne pesait plus comme avant. Il reconnaissait. Il laissa ce mariage exister. Pas parce qu'il était devenu tendre, parce qu'il comprit, un héritier qui sait tenir sa parole peut aussi tenir la maison. Quand on apporta la tablette des dettes et qu'on annonça devant tous que la dette de la famille d'Alfeidr est close, un chuchotement passa dans la salle, comme un soupir. Certains envieux, certains respectueux, d'autres déjà en train de refaire leur compte. Mais Alfeidr n'écoutait pas eux. Elle écoutait seulement le silence qui se faisait en elle, comme si, enfin, quelqu'un avait retiré la corde de sa gorge. Tard dans la nuit, quand le festin s'adoucit, quand les gens furent là des belles phrases et parlèrent plus vrai, Alfeidr sortit sur le perron. Le fjord s'assombrissait, et de rares feux se posaient sur lui comme des reflets de pensées lointaines. Geirmandr sortit derrière elle.
Il se plaça près d'elle, sans serrer, sans exiger, simplement prêt, comme se tiennent ceux qui ont traversé la peur et sont restés. Alphaïdre dit qu'elle a encore peur. Peur que demain, la maison tente de l'acheter de nouveau, seulement plus cher. Peur d'être éprouvée toute sa vie, comme si l'on attendait qu'elle rompe. Guermund répondit qu'on les éprouvera tous deux, et que c'est normal dans une maison où chacun craint de perdre ce qui est à lui. Mais il dit qu'à présent, elle possède l'essentiel, ce qui lui manquait avant, le droit de choisir. Et que, si un jour cela devient insupportable, elle pourra le dire, non en chuchotant, mais à voix haute. Il l'entendra. Alphaïdre le regarda et vit dans ses yeux non seulement le désir, mais le respect. Elle comprit que l'amour qu'elle trouvait ne ressemble pas à une chanson au beau dernier vers. C'est un amour qui demande du courage chaque jour. Et, pour cela, il est vrai. Cette nuit-là, la maison du Jarl parut de nouveau solide. Pas parce que tous étaient contents, pas parce que les intrigues avaient disparu, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un avait choisi la vérité, même si la vérité brise l'ordre habituel. Et la morale de cette saga ne vit pas dans le fait qu'une servante pauvre est devenue l'épouse de l'héritier. La morale est ailleurs. Une personne cesse d'être une chose seulement quand on lui donne la liberté de refuser. Tant qu'un choix ne peut pas être dit à voix haute, tout oui ressemble à un achat. Et encore ceci, la force d'une maison ne se mesure pas au nombre de gens qu'elle peut courber, mais au nombre de gens qu'elle sait garder près d'elle sans peur. Quand la parole devient plus chère que le profit, alors même le fjord semble respirer plus léger, et la mer rend les navires non par pitié, mais parce que la maison a appris à tenir les siens.